toujours le début. Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, vous êtes né dans les années 80 à Paris, nous l'avions dit. Vous grandissez avec votre frère Guillaume, qui aujourd'hui a une passion pour les slips, je crois savoir. Tandis que vous jouiez, vous, petit, en pyjama, les pieds dans la terre avec vos G.I. Joe. Quel genre d'enfance vous diriez que vous avez eu et dans quel cadre vous avez grandi ? On rentre directement dans le vif du sujet. Alors pour ceux qui ont lu le livre, le 3e, je vais faire un petit spoiler, mais vous inquiétez pas, c'est bien raconté dans le bouquin. J'ai eu une enfance à deux visages. Donc mes parents se sont séparés quand j'avais 2 ans, mais mon père a eu un gros accident de voiture quand j'en avais 3. Et du coup, on a vécu principalement chez ma mère avec mon frère, et qui, globalement, il y avait un bon cadre, mais où la valeur travail était importante. On devait travailler. Et quand on allait chez mon père, une fois tous les 15 jours, c'était plus difficile. On avait un père qui, encore aujourd'hui, a gardé des séquelles lourdes de son accident, traumatisme crânien, une bipolarité, une hémiplégie. Mon père avait du mal J'ai des souvenirs de mon père qui réapprenait à marcher. Et j'ai des souvenirs, moi, gamin, de ne pas comprendre pourquoi mon père était dans un fauteuil roulant. Le kiné que je suis aujourd'hui sait que parfois on peut être dans un fauteuil roulant pendant 3 mois. C'était pas le cas de mon père. Mon père, je le voyais vraiment galérer, en difficulté, et puis il n'avait plus le même visage, plus la même voix. Et donc c'est pour ça que dans le livre, j'ai recréé une partie du dialogue que je n'ai jamais eu avec mon père. Dans le livre, c'est arrivé à un moment donné de ma vie où, en ce moment, j'ai beaucoup besoin de mon père, mais j'ai besoin du père que je n'ai pas eu. J'ai besoin d'un repère. Et du coup, j'ai eu besoin, au cours de ces 2 dernières années d'écriture, d'écrire le père que j'aurais voulu avoir, mais aussi d'écrire le père que j'ai eu la chance d'avoir. Mon père, il n'est pas parfait. Il ne l'était pas, il ne l'a jamais été, mais il nous a transmis quand même des choses. Et je crois, et c'est pour ça que ça rejoint un peu la douceur, mon père nous a donné beaucoup d'amour, avec ses moyens, avec ses capacités, mais il nous a donné beaucoup d'amour. Et c'est ça ce que je garde. Donc le gamin que j'étais, il oscillait toujours un peu dans ces 2 eaux. Se dire, je sens qu'il y a un truc qui coince, que j'arrive pas bien à mettre tous les mots dessus. J'essaye d'être un gamin comme tout le monde, mais je sens que je me traîne un bagage qui n'est pas le mien, que je dois quand même me trimballer et de composer avec ça. Vous avez composé avec ça parce que, en grandissant, en observant autour de vous ce cadre familial, il y a l'envie de soigner le corps qui va être extrêmement présente, et ceci explique cela dans ce que vous venez de nous dire, Grégoire. Ouais, et c'est marrant quand vous le dites, Cyrielle, parce que moi, il m'a fallu des années pour l'admettre. Vraiment, mais c'est très récent. Dans ce que vous nous dites, vous expliquez que quelque part ce dialogue est fictif, rêvé, imaginé, mais est-ce qu'il y a de la vérité quand vous dites que la présence de votre papa a été très forte, qu'il vous a toujours soutenu, et vous dites « Mon père est un cliché de tout ce dont un fils pouvait rêver ». Il y a du vrai et du faux. Il y a du vrai et du faux. Sur la partie cliché, non. Non, clairement pas. Il n'avait aucun de ses attributs. Il ne pouvait pas jouer avec nous. Il ne pouvait pas se projeter sur nos histoires. Il ne pouvait pas nous guider. Par contre, il avait un truc vrai et que j'ai gardé aujourd'hui, c'est que quand on est arrivé avec nos problématiques d'enfants, je me suis fait disputer à l'école, je me suis embrouillé avec mes copains, et qu'on arrivait en larmes, mon père, il nous prenait dans les bras, il nous disait « Pleure, ça fera du bien ». On pleurait avec lui, et il ne comprenait pas tous les enjeux et tous les tenants et les aboutissants, mais il nous disait « Moi, je suis là ». Et quelque part, il faisait un peu table rase de tous les détails pour arriver à l'essentiel. Et je trouve que c'est ça qui m'a transmis, que je garde aujourd'hui. Dans l'emportement qu'on peut avoir dans les détails, dans l'emportement qu'on peut avoir des humeurs, in fine, tout ça passe. Mais qu'est-ce qu'on garde ? Moi, je suis là, et moi, je t'aime de façon inconditionnelle. C'est ça l'essentiel aujourd'hui. Et je crois que c'est un peu ça l'essentiel. Grégoire Gibault, ce livre, vous dites qu'il naît d'une inquiétude aussi quelque part de voir votre père dans la décrépitude. Vous expliquez que vous voulez qu'il s'en sorte, que les années à venir, vous voulez qu'elles soient belles, qu'elles soient meilleures. On va y venir en transitionnant sur le titre du livre, qui est quand même tous les conseils pour rester jeune le plus longtemps possible. C'est ce que vous souhaitez à votre père. On va y arriver tout doucement, mais sûrement. Mais vous dites ça, ce qui finalement me révolte, c'est de ne pas s'occuper de soi,
quand on commence à décliner, c'est participer à accélérer sa trajectoire de vulnérabilité. Et vous dites aux autres, accepter de vieillir, ça n'a rien à voir avec se laisser vieillir. Ouais. Alors, il y a plusieurs choses que vous relevez, Cyril, que je trouve. Je vais détailler un peu si j'ai 5 minutes. Bien sûr. 5 minutes, allez, on va y aller. 1 minute. Allez. Je vais rebondir sur la dernière phrase. Accepter de vieillir, ça n'a rien à voir avec se laisser vieillir. Ça veut dire quoi ? On a la chance de vieillir. C'est un luxe. Ça, il ne faut pas l'oublier. Chaque jour est un cadeau. Chaque jour où on vieillit est un cadeau. Cependant, et c'est tout le paradoxe que j'essaie d'évoquer dans ce livre, et je prends l'exemple de mon père. Mon père, quelque part, est devenu vieux à 32 ans. Le handicap lui est tombé dessus à 32 ans. Il est devenu vieux. Il n'a pas eu la chance de vieillir comme il aurait pu vieillir. Et ça, c'est ce que je ne souhaite pas aux gens et c'est ce que je ne me souhaite pas à moi. C'est de trouver l'équilibre entre je vis et je suis heureux de vivre et je prends chaque jour avec la gratitude que j'ai la chance de vivre, mais en même temps, je vais faire en sorte de construire mon quotidien de demain. Et là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Comment est-ce que je fais pour entretenir ce cadeau-là qu'est la vie ? Comment est-ce que je fais en sorte de pouvoir à la fois en profiter en utilisant littéralement les super pouvoirs de mon corps? Comment est-ce que mon corps il peut me faire me sentir bien? Et comment il y a un vrai cercle vertueux à créer et à l'inverse, certains cercles vicieux à casser. À chaque fin de chapitre, je donne, entre guillemets, les do and don't. Comment est-ce que, en effet, d'améliorer sa dette de sommeil va avoir une incidence directe sur des douleurs chroniques, sur l'anxiété, le stress et sur la perte et ou sur la prise de poids. Et ça, on rentre à peu près plus dans le vif du sujet. Aujourd'hui, Majeur Mouvement, c'est près de 2,5 millions de personnes qui vous suivent, qui suivent vos conseils sur Instagram, sur YouTube également, qui achètent vos ouvrages. Il y a eu un premier succès, les 10 clés pour un corps en bonne santé, le grand guide pour soigner vos douleurs. Et vous nous proposez donc ce livre, 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible, toujours aux éditions Marabout. C'est un livre qui alterne entre conseils, pédagogie, explication du pourquoi, du comment, de quels exercices. Ne me regardez pas comme ça, parce que j'ai l'impression que je pars en attaché de presse. Faire avec des photos, des illustrations, mais c'est en somme votre routine pour bien vieillir, une routine que vous êtes aussi un petit peu obligé à avoir à un moment donné où vous vous êtes dit « je voyais pas le temps passer ». Aujourd'hui, j'ai 36 ans et je le sens dans mon corps, même si je suis quand même actif. Alors, la première partie de l'attaché de presse était top. Et après, il y a eu un petit dérapage. Dans mon livre, c'est pas ma routine. Ouais. Au contraire. Ce que je dis, c'est que mon livre, c'est un livre qui s'adapte à vos besoins et à vos envies. Qui suis-je du haut de mes 37 aujourd'hui pour dire c'est ça que vous devez faire parce que moi j'ai réussi et ça marche? On va me dire mais t'es sympa, moi j'en ai 70, autant te dire qu'à 70 tout marche à 37 ans. C'est pas ça mon discours. Mon discours c'est plutôt de dire globalement aujourd'hui il s'est avéré qu'à un moment donné de ma vie j'ai eu un parcours où j'ai eu besoin de tester la différence entre la théorie et la pratique. La théorie du bien vieillir globalement elle n'est pas révolutionnaire, hein. Bien manger, bien dormir, avoir une activité et des relations sociales qui nous épanouissent. Super, merci. Est-ce qu'on tient 200 pages là-dessus? Je suis pas sûr. Et du coup, l'idée, c'est de se dire, voilà ce que j'ai testé. Surtout, voilà comment vous pouvez l'adapter à vos problématiques. Si vous avez une problématique ok, vous avez de l'arthrose qu'on vous a diagnostiqué depuis 15 ans et on vous a dit de surtout pas bouger. Ok, qu'est-ce que vous avez comme idée? Qu'est-ce que vous avez comme construction? Qu'est-ce que vous avez comme douleur? Qu'est-ce que vous avez comme objectif? Quels sont vos freins? Et à partir de tout ça, on va vous trouver de quoi construire votre routine. Et en fait, le livre, c'est beaucoup plus apprendre à cuisiner que des recettes de cuisine. Maintenant, je suis sympa. Dans le bouquin, non seulement je vous apprends à cuisiner, mais à partir des rudiments d'apprendre à cuisiner, vous l'avez compris la métaphore, d'apprendre à cuisiner votre corps, je vous donne quand même 12 routines préécrites pour vous dire, ok, si vous avez plutôt ce profil-là, à savoir, j'ai que 2 minutes par jour, j'ai des problématiques de santé, est-ce que tu as une routine pour moi? Oui. J'ai envie de me dépasser, j'ai envie de créer du muscle et je suis hyper sportif, est-ce que tu as une routine pour moi? Oui. Ok, je viens de décrire les deux extrêmes des 12 routines que je viens que j'ai écrites dans le livre et chacun y trouve pour son compte. Est-ce que, pour ceux qui n'ont pas lu le livre, est-ce que la routine est la même à tout âge? Alors, là, c'est assez intéressant. J'ai envie de vous dire, ça dépend de vous. On pourrait penser que quand on vieillit, il faudrait lever le pied. Or, les recommandations et les recherches nous montrent tout l'inverse. J'aime imaginer la lutte contre l'âge quasiment comme un sportif de haut niveau. Un sportif de haut niveau, pour rester à bon niveau, être capable de performer, il est obligé de s'entraîner. Et bien quand vous avez 60 ans, 55 ans, 75 ans,
pour rester à votre âge de 55 ans, 60 ans, il faut s'entretenir. Maintenant, une fois de plus, ça dépend de vous. Si quelqu'un me dit, moi, tu sais, Grégoire, à 75 ans, ça me dérangera pas de partir. Et j'aurais bien vécu. Et là, toutes tes histoires, ça m'emmerde. Bah, pas de problème. Mon bouquin, tu peux le laisser chez le libraire, t'en as pas besoin. Si tu me dis par contre, Grégoire, je sens que je suis limité, j'arrive pas à profiter de mes enfants, de mes petits-enfants, de mon job, je me sens pas bien quand je sors le matin, je dis, bah cool, j'ai des outils pour toi. Une fois de plus, je n'impose rien. Est-ce qu'un corps d'un jeune sédentaire peut être considéré plus vieux qu'un corps d'une personne plus âgée, mais active? Ah oui, de toute évidence. Vous l'avez observé, ça? Alors, au-delà de mon observation, vraiment, on a des datas qui sont formelles là-dessus. Je vais faire très simple. Notre espérance de vie et notre qualité de vie est directement corrélée à notre masse musculaire. Et c'est ce que je débunk, c'est ce que je décris dans le deuxième chapitre. Quand on pense masse musculaire, dans l'imaginaire collectif, on pense Arnold Schwarzenegger. Ouais. On pense un mec qui est hyper bodybuildé. Mais pas du tout. La masse musculaire, c'est ce qui fait que c'est facile pour vous de vous lever de votre chaise. La masse musculaire, c'est ce qui fait que si jamais vous avez 2 étages devant vous et que vous avez une panne d'ascenseur, de vous dire sans problème. La masse musculaire, c'est ce qui fait que vous pouvez aller facilement porter votre enfant le jour où il est tombé de sa trottinette. En absence de masse musculaire, et je pense que les gens comprennent ce que je veux dire, quand ça devient difficile de se lever de sa chaise, de faire 2 étages ou de ne pas pouvoir jouer avec son enfant, ça a un impact direct sur la qualité de vie et sur l'espérance de vie. Et il faut aussi prendre conscience qu'au fur et à mesure des années, notre corps, il évolue. Et on n'a pas forcément cette conscience-là. Vous-même, le premier, vous vous en êtes aperçu, ne serait-ce qu'avec votre patientèle qui vous disait, ben voilà, à 30 ans, je me sens plus comme quand j'avais 20. Et idem au fur et à mesure des dizaines d'années passant. Il y a 2 mois, je crois que vos followers vous ont recommandé de rencontrer quelqu'un qui s'appelle Alain Gustave. Un monsieur de 80 ans qui lui dit souhaiter vieillir avec audace. Il cumule aujourd'hui pas mal de followers aujourd'hui. Son histoire vous a bluffé. Vous avez fait 2 vidéos avec lui dans lesquelles vous constatez son corps. Est-ce que vous voulez nous raconter un petit bout de son histoire et de ce que vous avez pu apercevoir au travers de cette rencontre? Ouais, alors j'invite vraiment les gens à la regarder sur YouTube. Donc c'est ce monsieur de 80 ans me bluffe ou un truc comme ça, ou choqué par ce monsieur de 80 ans, un bon titre pour YouTube. Et en effet, quand je vois son corps, et même son visage. Incroyable. Hein. Incroyable. Vraiment, pas c'est botoxé, incroyable. en tout cas, qui a l'air non, vraiment de prendre soin de lui, une bonne hygiène de vie. La seule chose qui trahisse, entre guillemets, pour peu qu'on puisse dire, utiliser ce mot, son âge, c'est sa voix. Ouais. Wow. Il a, ce qui m'a le plus bluffé, et je vous assure, hein, j'en ai vu des corps comme le sien, j'en ai pas vu beaucoup. Et encore moins à cet âge-là, j'en ai vu 2 dans toute ma carrière. Et la deuxième, c'est sa vivacité d'esprit. En fait, je crois c'est triste à dire, hein, on vieillit d'abord par la tête, puis par le corps. Wow. Pourquoi je vous dis ça? C'est que des accidents de la vie, on en aura tous. Mais si dans votre tête, vous restez jeune avec cette envie de vous challenger et d'apprendre, le jour où vous avez un pépin physique, vous avez au moins, je dirais, le starter pour essayer de recommencer quelque chose de différent parfois. Parce que parfois, c'est différent. Mais si par contre, dans votre tête, vous dites « Ok, ça y est, c'est foutu », peu importe la problématique du corps, si dans la tête, on ne l'a pas dès le départ. Et donc lui, il a cet esprit jeune en permanence. Et son corps, il suit en fait. Mais après, c'est du très haut niveau, c'est très impressionnant. Ah oui, c'est complètement impressionnant. Il a un corps magnifique d'un homme de 30, 35 ans. Et encore d'un homme de 30 ans qui serait très sportif. Qui serait très sportif, on est bien d'accord. Et c'est un beau corps musclé. Et vous m'avez demandé un conseil pratique, je peux le donner? Bien sûr. Le conseil qu'il m'a donné, c'est chaque matin, c'est une forme de discipline bienveillante. C'est-à-dire que de la même manière qu'il se brosse les dents ou qu'il prend son café, il fait son sport. Point. Est-ce que cette rencontre a confirmé les piliers que vous proposez dans votre livre? Alors, j'ai toujours un double discours. Quelque part, les piliers que je sors, je les sors pas de ma seule expérience qui est, certes, peut-être pour quelqu'un qui serait pas de l'univers de la santé, peut se dire, tiens, il a vu du monde. Moi, c'est vraiment les références scientifiques, en fait. Donc, c'est-à-dire que je passe encore à l'étape du dessus. Donc, ça ne fait que confirmer visuellement ce que des chiffres peuvent nous donner. Il y a une routine pour bien vieillir, dites-vous, c'est le renforcement, le cardio, les articulations, antidouleur, souplesse, anti-stress, alimentation, sommeil, neuroplasticité. Je me demandais en lisant votre livre, est-ce que le cardio, il est recommandé même pour les gens qui sont cardiaques? Alors, il faut quand même avoir un avis médical avant.
Et pour ce point-là, je ne pourrais pas m'exprimer en dehors d'un avis médical. C'est du cas par cas. C'est du cas par cas. Du cas par cas. Qu'est-ce que vous pourriez dire, Grégoire, à ceux qui, comme moi par exemple, n'ont jamais fait de sport de leur vie, ne savent pas par quoi commencer? Est-ce qu'il y a des conseils pour démarrer tout de suite? Ouais. De quoi vous avez envie de Cyrielle? Je sais pas, aucune idée. Par exemple, moi j'ai mal au dos, j'ai un bébé à porter justement, et je me rends compte à mon âge que c'est de plus en plus compliqué, et plus les semaines passent et plus ça l'est. Il a quel âge votre bébé? 5 mois. Ok. Est-ce que des sorties avec lui, ça vous plaît ou ça vous plaît pas? Ouais. Ouais, des sorties en poussette? Oui. Ok. Vous vous sentiriez, c'est quelque chose qui vous motiverait d'aller marcher en poussette avec lui? Oui. Ouais, avec le temps qui commence à s'adoucir un peu, c'est sympa? S'adoucir, je sais pas, mais oui. Bon, on n'est plus dans l'hiver. Ouais. Ok. Et ben ça marche très bien. Ça, On c'est a une étudié des faisabilité. populations lombalgiques, donc des gens qui ont un épisode de mal de dos. On a regardé ceux à qui on a donné des exercices et ceux à qui on a recommandé de la marche. On s'est rendu compte de quoi? Qu'au bout de 3 mois, même au bout de 6 semaines, les gens qui sont actifs récupèrent tout aussi bien que ce soit de la marche ou que ce soit des exercices spécifiques. Là où ce que je trouve intéressant dans la réponse, c'est que globalement, tout fonctionne pourvu qu'on le fasse. C'est ça. Si moi je vous avais dit, Cyrielle, il faut que vous fassiez ça, en face à face, vous m'auriez dit oui, Grégoire, j'ai bien compris. Mais ce soir, en rentrant avec votre enfant de 5 mois, vous avez autre chose à cirer que de mes grands conseils de santé. À l'inverse, de se dire, qu'est-ce qui m'intéresse moi, Cyrielle? Qu'est-ce que je me vois faire? Et je vous ai posé la question, vous me dites, ok, ça, je me vois faire. Et donc, en fait, aujourd'hui, ça va faire 15 ans que je suis kiné et je crois que j'ai énormément changé mon discours où avant, je parlais beaucoup. Voilà, c'est l'exercice qu'on me demande à la Bien radio, sûr. mais dans la vraie vie, ce que je fais surtout, c'est que j'écoute. Et la plupart du temps, je ne fais que confirmer ce que les gens me donnent. Vous écoutez et vous conseillez aussi aux gens de s'écouter. Oui, Je pense qu'il y a de ça, mais dans le bon sens du Oui. terme. Il faut comprendre dans votre livre, ce qu'on comprend, c'est que vous donnez des vrais conseils et pas que dans les muscles. Alors bien sûr, il y a ces piliers qu'on va évoquer dans un instant, mais vous dites, vous avez 20 ans, vous avez le moral à zéro, il faut passer 3 jours sans écran. Sortez bien sûr, des musées au moins une fois par mois, marchez, boostez votre neuroplasticité, apprenez une nouvelle langue, lisez. C'est ce que vous nous avez dit dès le début, c'est dans la tête. Alors. Et ça passe souvent par là. Tout passe par la tête. 100% de notre corps fonctionne par notre cerveau. Je vais vous donner un exemple. Tout à l'heure, j'ai pris un thé en terrasse et le serveur qui est venu m'amener le thé, vous savez comment il m'a parlé? Bonjour. Vous savez l'effet qu'il m'a fait quand je l'ai vu marcher, s'exprimer? Je me suis dit, tiens, si lui, je remplaçais l'usage de son téléphone qu'on lui a mis dans le cerveau depuis le gamin par une autre drogue, je me dirais, ce gamin-là, et sans aucun préjudice, est un junkie en fait. Il a l'attitude de quelqu'un qui est complètement drogué. Et donc, en fait, la problématique aujourd'hui pour les jeunes de 20 ans, qui n'est pas la même que la problématique des jeunes de 40 ans, c'est qu'ils ont grandi avant qu'on ne soit alerté sur les mésusages du téléphone portable, où en gros, leur téléphone a été ultra shooté à la dopamine. Et autant vous dire que si son cerveau il est ultra shooté par beaucoup de boosts de son téléphone, juste dire bonjour à quelqu'un, être à Paris en terrasse et discuter, en fait, ça n'est pas assez stimulant pour qu'il y prenne du plaisir. Et lui, tout ce qu'il attend, c'est sa dose. J'extrapole, je schématise, mais il y a de ça. Il y a des problématiques qui sont spécifiques à chaque âge et que finalement, si on comprend la problématique qui est spécifique de chaque personne, on peut leur apporter ce dont ils ont besoin. Donc, quelqu'un de 20 ans, j'aurais pas la même réponse qu'à 80 ans. À 80 ans, je vais pas lui dire « enlève ton téléphone, Bernard ». C'est pas sa problématique à lui. Et justement, dans votre livre, vous nous proposez quelque chose d'extrêmement ludique pour venir trouver nos réponses un peu nous-mêmes en même temps, avec certes des piliers, mais qui s'adaptent. On peut prendre un pilier ou un autre pilier. C'est l'avantage de cet ouvrage. Il y en a 8. Est-ce qu'on peut les énumérer, Grégoire? Bien sûr. Donc, le premier, en effet, on l'a évoqué un peu, c'est d'abord dans la tête. Mais sans culpabiliser les gens, sans les braquer, et plutôt de leur dire « Ok, où est-ce que vous en êtes ?» et ainsi de suite, c'est hyper important. Et il est jamais trop tard pour s'y mettre. Et il est jamais trop tard pour s'y mettre. Il n'est jamais trop tard. Vous seriez... Ça déculpabilise. C'est déjà bien de se sentir très rassuré. Très rassuré. Et surtout, vous avez le droit de vous être planté 36 fois et recommencer la 37e. Et oser. Ok. Deuxième. Le deuxième, c'est le bénéfice du mouvement de manière globale, qui rejoint plutôt mon premier livre, mais je vais vous la faire très rapide. Aujourd'hui, on a des médicaments pour la tête, on a des médicaments pour le cœur, on a des médicaments pour les articulations, on a des médicaments pour bien dormir le soir, pour la libido, pour le moral. Aucune molécule ne fait tout ça à la fois. Chacune de ces molécules a des effets secondaires. Or, notre corps a gravé dans son ADN un médicament qui est capable de faire tout ça,
c'est le mouvement. Et c'est ce que vous dites adapter l'effort à ses capacités physiques. Il vaut mieux toujours faire un peu que ne rien faire. C'est ce que vous venez de nous détailler il y a quelques minutes. Troisième pilier. La masse musculaire, qu'on a déjà évoqué un peu plus tôt. En effet, vous ne pouvez pas vous tromper à vous renforcer à tout âge. Quatrième, comprendre sa douleur peut changer sa vie. Ça, c'est extrêmement intéressant. Ouais, je crois que c'est là où finalement l'apport des neurosciences, comprendre ce qui se passe dans le cerveau a vraiment changé. De se dire, la douleur, on peut s'éduquer à la douleur. Je ne peux pas le faire là à la radio parce que je ne peux pas l'expliquer rapidement. Juste vraiment, prenez le temps de lire ce bouquin. Oui. Acceptez qu'il y ait des nouvelles connaissances sur la compréhension de la douleur qui puissent changer votre vie. Mais globalement, quand vous commencez à comprendre la douleur, vous n'aurez plus jamais le même regard sur ce que votre corps vous donne comme info. On va arriver au cinquième que j'aime énormément et détailler quelques petits conseils dans un instant. Vous restez avec nous, on continue cette émission avec le kiné préféré des Français, Majeur Mouvement, pour son ouvrage 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible, sorti aux éditions Marabout. Dans un instant, nos chroniqueurs nous rejoignent et tout de suite, c'est le rappel des titres sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. 15h30 sur Radio J, bonjour et bienvenue. Tout de suite, le rappel des titres avec Etanit Belaïch. Bonjour Etanit. Bonjour Cyrielle, bonjour à tous. 3 otages israéliens et 5 Thaïlandais détenus dans la bande de Gaza depuis près de 16 mois ont été libérés aujourd'hui dans le cadre de l'accord de trêve signé par l'État hébreu et le Hamas. Israël a suspendu la libération des prisonniers palestiniens prévus dans la journée après des perturbations dues à des mouvements de foule lors de la remise de plusieurs captifs à Khan Younes dans le sud de la bande de Gaza. Jérusalem appelle les médiateurs à garantir la sécurité des futures libérations. Sur le terrain, en Judée-Samarie, un terroriste armé a été éliminé à Naplouse cet après-midi dans le cadre d'une opération conjointe de Tsahal et du Shin Bet dans le secteur. D'après les services de sécurité, le suspect qui planifiait des attentats contre des cibles israéliennes a tenté de fuir avec son arme. En France, la Cour d'appel de Paris a confirmé ce jeudi le non-lieu en appel donc dans l'enquête pour viol qui visait l'acteur et humoriste Harry Habitant, faute d'indices concordants. Il était visé par la plainte d'une ex-compagne pour viol en 2021. La commission mixte paritaire se réunit en ce moment pour s'accorder sur le budget 2025. Si la commission parvient à trouver un compromis, il sera examiné dans l'hémicycle lundi avec le recours probable par le gouvernement de l'article 49.3 de la Constitution et une motion de censure. Enfin, 3 départements sont toujours en vigilance rouge et 5 en orange pour risque de crue à Redon dans l'Ille-et-Vilaine. Le niveau de la Vilaine est stabilisé à 5,10 m, mais devrait continuer à monter sur les prochaines 24 heures. Et merci beaucoup Etanit Belaïch. On vous retrouve à 16h pour le journal complet. Tout de suite une courte pause et on poursuit cette émission avec Majeur Mouvement et mes chroniqueurs sur Radio J. Le Club Imo Radio J, Marc Ezrati. Bonjour, c'est Marc Ezrati. Je vous retrouve tout à l'heure avec le Club Imo à 16h05 sur Radio J. Des invités exceptionnels, des analyses éclairées, un tour du monde de l'actualité. C'est cet après-midi, 16h05 et c'est uniquement sur Radio J. Radio J. À l'aube de la Seconde Guerre mondiale, François Touraine, grand virtuose du piano, n'a d'autre choix que de partir jouer en Allemagne pour sauver la femme qu'il aime. Juive, dans une époque qui ne le permet pas. Nous allons sortir votre Rachel de Trancy, mais rien n'est gratuit dans ce monde. Le choix du pianiste, un film de Jacques Ottmesguin avec Zoé Adjani, Pia Lagrange, Oscar Lesage et la participation de Philippe Torreton, Laurence Côte, Andrea Ferréol et André Manoukian. Ils arrêtent tous les Juifs de Paris. Le choix du pianiste, actuellement au cinéma. Ça, c'est uniquement sur Radio J. Radio J.
Vous écoutez Radio J. Radio J. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+, et sur notre appli Radio J. Radio J. Radio J. Radio J. 15h-16h. Cyrielle Sarah Cohen. Du lundi au jeudi. De retour en direct sur l'antenne de Radio J. Merci de passer votre après-midi avec nous jusqu'à 16h avec mon invité Majeur Mouvement. Pour son ouvrage 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible aux éditions Marabout, nous parlions de ces piliers. Nous arrivions au 5e qui était en effet, vous me l'avez demandé en off, comment faire rajeunir vos articulations. Ça, c'est la grande question. Alors, Parce que vous nous proposez de perdre 10 ans quand même. Alors, et ça, c'est le vrai truc. Quand j'en ai parlé à mon éditrice, elle m'a dit, mais Grégoire, on peut pas dire ça. J'ai dit, si, on peut le dire, vraiment, en fait. Nos articulations, à tout âge, peuvent rajeunir. Et ça, vous l'avez testé, Alors, on peut le dire. Au-delà de le tester, je dois quand même bien expliquer. Parce que ce qui compte dans une articulation, c'est pas l'âge qu'on voit à la radio, c'est l'âge ressenti. C'est ça. En fait, une articulation, c'est pas que de l'os, c'est du nerf et c'est du muscle. Quand on remet en charge progressivement toutes nos articulations, ça sert à rien de vouloir dissocier les os des muscles. Quand vous mangez du poulet, vous voyez à quel point les deux sont complètement imbriqués, c'est pareil. Eh bien, en fait, quand on retrouve de la masse musculaire, quand on retrouve un effort qui soit confortable, c'est-à-dire que quand on bouge régulièrement dans une zone où on n'a pas trop de douleur, globalement, on adapte nos articulations. J'ai fait un lapsus parce que j'ai dit vascularisation, parce que ça va apporter des échanges vasculaires, on va régénérer nos tissus. Donc peut-être qu'au niveau de la radio, vous serez toujours aussi vieux, voire même un peu plus. Par contre, au niveau des sensations, vous aurez la sensation d'être plus jeune. Et ça change tout. Ouais. Quand vous avez 80 ans et que vous vous sentez plus à même de bouger que quand vous en aviez 70, ça fait plaisir. Ah waouh, bien sûr. Et comment on sait pour quel exercice on est fait? Ah, on écoute son corps. Globalement, on écoute son corps. Alors c'est là où mon 3e livre a ses limites, mais ne vous inquiétez pas parce que j'en ai écrit un livre numéro 2 sur comment soigner vos douleurs. En gros, forcément, si jamais il y a un mouvement qui est douloureux, parfois il existe des solutions, souvent il existe des solutions, mais quand il y a une pathologie, une hernie discale, de l'arthrose, un spondylolisthésis, de l'arthrose de hanche, des ligaments croisés, bref, tout ça, c'est bien d'avoir des exercices spécifiques, évidemment consulter, et si jamais vous ne pouvez pas consulter et ou en complément, vous pouvez regarder dans mon livre numéro 2. C'était 55 pathologies auxquelles, je dirais 90% d'entre nous vont être exposés à un moment donné de leur vie. Donc les 2 livres se combinent très très bien. Vous nous proposez pour ça quand même 4 routines. Ouais. Mobilité, équilibre, souplesse et force. Un 6e pilier qui est utiliser votre cerveau comme une pharmacie. Oui. Et le plus intéressant que j'ai trouvé, c'est ces 9 façons de réguler ces hormones du bonheur et booster cette neuroplasticité. Il y en a quelques-uns qui sont à citer. Vous dites notamment la méditation. Oui. Je me suis demandé si la prière, pour nos auditeurs qui peuvent être concernés, faisait partie pour vous de la méditation. Oui, tout à fait. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, c'est que on va reprendre sur quelques mots. Neuroplasticité. Notre cerveau, c'est comme de la pâte à modeler. Si jamais vous le nourrissez de certaines choses négatives, il va être beaucoup plus sensible aux choses négatives. Si vous le nourrissez de certaines choses positives, il va être plus sensible aux choses positives. La prière et la méditation font ça. Ça permet de prendre un temps de repos pour notre cerveau et de le nourrir de choses positives, de gratitude, d'amour envers les siens, d'amour envers une puissance supérieure, d'amour envers ce qu'on a déjà, et ainsi de suite. Pour cela, il faut sensibiliser, il faut venir titiller ces hormones qui sont l'ocytocine, les endorphines, la sérotonine. En fait, je rigole parce que titiller, une hormone, c'est quand même ultra minuscule. Donc déjà, si vous titillez une hormone, je vous imagine en train de vouloir chatouiller une hormone, je dis, il faudrait un tout petit microscope. On est mal barré. Ocytocine, endorphine, sérotonine. Activer les hormones. Activer, voilà, c'est beaucoup mieux dit, dopamine. Et pour cela, plusieurs choses à faire, notamment la méditation qui revient assez souvent. L'intimité, bien sûr, le sommeil, les étirements, pas mal de choses à faire pour être plus heureux tout simplement sur des choses qui sont quand même relativement simples mais qu'on peut oublier parfois. Exactement. En fait, quand j'évoque le fait d'utiliser notre cerveau comme une pharmacie, il ne faut pas oublier que notre cerveau, il est hyper puissant. Prenons l'effet placebo. L'effet placebo, pendant longtemps, on a dit « Ah, mais c'est une pilule où on essaie de me faire croire qu'il n'y a rien dedans alors qu'en fait, il y a vraiment quelque chose. » C'est génial le placebo. Ça permet d'utiliser la surpuissance de votre cerveau pour guérir
automatiquement sans molécules. C'est incroyable. Ouais. Pareil, quand on met les gens sous anesthésie par de l'hypnose pour de la chirurgie, et notre corps est capable de bloquer de la douleur. Extraordinaire. Mais comprenons ça. Vous vous rappelez de ce film avec Bruce Willis, quand il est un super-héros et qui soulève une bagnole? De l'autre côté, il y a Samuel L. Jackson qui, lui, est très fragile. C'est pareil dans notre corps. S'il est capable de nous renforcer, il est aussi capable de nous fragiliser. Donc, en fait, si on nourrit sans cesse notre corps de quelque chose qui le fragilise, il va être plus sensible à de la fragilité et à se sentir faible et abîmé. 7e pilier, faire du stress votre allié. Oui. Vous dites qu'il existe un bon stress qui nous pousse à agir, à créer du lien avec les autres, mais aussi un mauvais stress qui s'installe dans la durée. Alors, comment on passe du stress subi au stress choisi, entre guillemets? Alors, c'est assez intéressant. Il y a plusieurs façons d'y arriver. Je vais donner un exemple. Le stress choisi, c'est vous et moi. On va prendre le micro pour passer en direct à la radio. Vous appelez ça du stress? Moi, Pour moi, c'est de l'adrénaline. Mais est-ce que c'est du stress, l'adrénaline? Ah oui, l'adrénaline est véhiculée quand on a du stress. Et de l'ocytocine aussi. Ça, c'est assez intéressant. L'ocytocine, c'est l'hormone de l'amour. Et ce dont on se rend compte, c'est que quand les gens sont soumis à du stress, ils vont sécréter de l'adrénaline pour passer à l'action, pour avoir une accélération du rythme cardiaque et ainsi de suite, mais aussi de l'ocytocine. L'ocytocine, on n'a pas bien compris au départ. Pourquoi? Parce que c'est l'hormone du lien. Mais en fait, quand vous, Cyrielle, vous êtes face à une situation stressante, vous avez besoin de l'autre. Si je suis en retard et que je suis pas là pour l'émission que vous m'avez annoncée, vous avez besoin de moi, mais aussi quand j'arrive, vous dites « Ah, cool, je vais avoir du soutien dans cette situation stressante. » Tout à fait. Et on commence à penser, c'est que des théories, vous la prenez ou vous la prenez pas. Que une des raisons pour lesquelles on sécrète de l'ocytocine face au stress, c'est qu'on est meilleur ensemble. Ça, c'est une très jolie fin. Pour terminer quand même sur le dernier pilier, qui sont la base des bases, je vous laisse nous dire ce que vous avez écrit. Alors, sur l'acceptation? Dormir. Ah, parce qu'il y a 2 fins au bouquin, c'est pour ça. Il y a les 3 dernières pages qui sont sur l'acceptation et après sur le lien entre tout ça. Dormir, manger, les relations sociales et bouger. Globalement, j'aurais pu commencer le livre en balançant tout d'un coup parce que tout est lié. Mais je me suis dit, dans un esprit didactique, je préfère au départ les désolidariser une par une pour après les réunir. L'acceptation alors? L'acceptation, c'est qu'au-delà de tous les conseils que je pourrais vous donner, finalement, la vie va passer. Les problématiques de santé vont tomber. Vous aurez des trahisons, vous aurez des déceptions. Vous aurez beau construire la meilleure vie possible, malheureusement, un jour, ça ne sera pas à la hauteur de vos attentes. Cependant, si vous avez accepté tout ça, et si vous avez accepté d'utiliser un maximum de votre potentiel, le jour où les merdes arrivent, et elles vont arriver, vous pourrez peut-être, en ressentir plus rapidement, en ayant subi moins de séquelles, et en continuant à sourire. On sent qu'il y a un chemin qui a été parcouru, Grégoire, déjà quand on parcourt ce livre, mais aussi en vous écoutant, en vous entendant parler aujourd'hui. Je sais qu'il y a eu un passage plus difficile. Vous l'avez dit de façon tout à fait ouverte sur les réseaux sociaux, un besoin de fermer le livre pour le coup et d'éteindre les écrans. Je savais que j'allais être cueilli, Cyrielle. Vous m'avez eu en me faisant parler du bouquin, j'ai lâché. Oui, il y a eu un trop-plein. Un trop-plein, trop de travail. Moi, j'ai changé, j'ai évolué et je me suis peut-être un peu éloigné de ce qui me rendait profondément heureux parce que j'adore le travail, parce que j'avais plein d'opportunités et c'était super. Et je me suis dit, c'est pas la direction que j'ai envie de prendre. Qu'est-ce qui me rend profondément heureux? Et c'est ça que je trouve assez fascinant, c'est que j'ai eu la chance que la vie me mette assez rapidement entre les mains presque tout ce que je pouvais espérer. Est-ce que ce n'est pas la rançon de la gloire? J'ai pas envie de ce cliché. J'y crois pas une seule seconde. Je pense chacun a sa propre rançon dans la gloire ou dans la défaite. Je crois que juste ce qui m'est arrivé, il m'est arrivé à un moment donné où j'étais capable de l'encaisser. À savoir, ok, on te donne tout ce que tu as voulu et finalement tu te rends compte que c'est pas ça qui te rend heureux. Ok, maintenant que je me rends compte de ça, qu'est-ce qui me rend profondément heureux? Le rien, les moments avec les enfants, faire du puzzle, écrire et écouter de la musique. Incroyable! Rien de tout ça n'est compliqué à obtenir. Le bonheur réside dans les choses simples. Je crois, et ça pour le coup j'y crois. Et le paradoxe de ça,
c'est qu'il faut avoir beaucoup pour se rendre compte qu'on a besoin de peu. C'est ça. C'est fou, hein? Ouais. Moi, je suis d'accord avec vous. On regarde en tout cas ce livre avec beaucoup de sourires, beaucoup, je sais pas comment dirais-je, on a beaucoup d'affection pour vous, Major Mouvement, qu'on vous connaisse ou pas, parce que déjà vous n'avez pas peur du ridicule, il faut le dire. Dans ce livre, on vous voit dans toutes les mises en situation. C'est très agréable parce qu'en même temps, il y a ce dialogue rêvé qu'on entend bien imaginer et tellement tendre. Il y a ces illustrations, il y a ces bons conseils et surtout vous nous parlez comme un ami, vous nous prenez par la main et je crois que c'est un petit peu ce que vous faites aujourd'hui avec nous. Comme je l'ai évoqué, je crois beaucoup à la douceur. Je crois qu'aujourd'hui, on a fait croire que la douceur était une faiblesse. Et quand on voit à quel point la force, finalement... réside dans la douceur. Oui, la force réside dans la douceur. Ça demande beaucoup de force d'être doux. Probablement encore plus que de la force pure et dure. Mais surtout, je crois que la force sur la force, finalement, ça nous fait du mal à tous. Merci beaucoup, Grégoire. Tout de suite, on va vous emmener et vous prendre par la main au théâtre. Au théâtre. Bonjour, David. Bonjour Cyrielle et bonjour Major Movement. Je suppose que c'est parce que travaillant à l'inverse de vos excellents livres à la devise churchillienne de la forme, qui comme chacun le sait est No Sports, ou que découvrant vos 8 piliers pour rester jeune, je me suis dit encore ce matin au réveil devant la glace que malgré mes efforts, je devenais lentement grisonnant et vieux. Oui, je suppose que c'est à cause de tout cela que j'ai eu envie de vous parler d'un spectacle autour du temps qui passe. Certes, on doit même sans doute lui résister avec vos excellentes méthodes pour rester jeune, mais enfin on sait très bien où le temps nous mène malgré nous. Et c'est tout le sel du spectacle de Solad Bouloudnine de venir nous parler de cela avec subtilité et drôlerie au Théâtre Le Pic dans un spectacle intitulé avec justesse « La fin du début ». La fin du début, qu'est-ce que ça veut dire exactement, David ? C'est la mort, c'est ça ? Disons que Solad Bouloudnine, le jeune et talentueux comédien, auteur du spectacle, va nous rappeler 1h20 durant que celle-ci ne manque pas de constamment venir travailler la vie, dessinant dans nos existences pleines d'activités et de joie, de sollicitations professionnelles et d'ambition, de bruit et de fureur, le sillon inexorable du temps qui passe et qui ride nos fronts aussi sûrement qu'il fait blanchir nos crinières. Le talent de notre comédien et la finesse de son spectacle est cependant de venir nous rappeler, à la manière de Molière, qu'il reste à l'humanité terrorisée par le clic-clac de l'horloge et la grande faucheuse, une arme de choix pour conjurer notre angoisse du temps qui passe. L'humour. Aussi, avec le talent consommé d'un créateur de monde, Solad va convoquer sur scène une bouchère bourguignonne, un chirurgien facétieux, un rabbin plein d'histoire, une maîtresse en burn-out, France Gall, à travers une galerie de personnages un peu fous et au son des chansons de Michel Berger, on va rire avec lui de l'atrocité du cancer, des maladies vénériennes et cardiovasculaires, gastriques aussi et cérébrales, de la solitude qui le ronge terriblement, de l'incommunicabilité entre les êtres, de l'enfance insouciante et naïve qui s'en est allée à jamais, viciée par les assauts du monde insupportable, injuste et cruel. Que dire alors de la mise en scène, David ? Eh bien qu'elle est remarquablement efficace. Nous replongeons, posters de Stallone, figurines et peluches à l'appui dans la chambre d'adolescent du comédien. C'est là qu'il apprend la mort de Michel Berger, son voisin à Ramatuelle le 2 août 1992. Solad Bouloudnine, avec un talent consommé, comme on l'a déjà dit, celui de susciter l'émotion, fait ressentir avec intensité au spectateur son angoisse à l'entrée de la mort dans sa vie adolescente qui s'effondre avec la disparition de son idole de jeunesse. Avec un égal talent généreux d'acteur transformiste, il va incarner tous les personnages qu'il convoque sur scène avec beaucoup d'acuité et c'est de fait assurément pour cela que c'est un acteur à découvrir. En conclusion, je recommanderais à tous les philosophes parmi nos auditeurs ou tous ceux sensibles à la patine du temps qui passe d'aller faire un tour au Théâtre Le Pic pour apprendre de la bouche et du talent de Solad Bouloudnine que tout début a une fin, mais qu'il ne faut pas nécessairement en faire une tragédie. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Merci beaucoup David Schweger. Je rappelle que La fin du début est un spectacle de et avec Solad Bouloudnine en ce moment au Théâtre Le Pic, un très joli théâtre que je recommande chaudement les lundis et mardis à 21h, le dimanche à 19h30. Merci beaucoup David. Tout de suite, c'est l'édito de Madar. Je m'en irai courir dans le paradis blanc. Le billet du jour.
Et c'est le moment de retrouver Samuel Madar, plus connu sous le nom de l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, vous nous parlez d'un otage dont le nom devrait être connu de tous comme une façon de préserver notre jeunesse. Bonjour Samuel. Bonjour Cyrielle. Il s'appelle Kfir Bibas. C'est le plus jeune otage de l'histoire, 9 mois, lorsqu'il a été capturé. Un bébé, un nourrisson aux cheveux roux flamboyants. Rien d'autre que de la douceur, pour reprendre votre terme. Depuis 1 an et 4 mois, Kfir vit dans l'enfer du Hamas à Gaza. Depuis plus de 480 jours, il grandit dans l'obscurité de la captivité et nous n'avons aucune nouvelle. A-t-il reçu des soins? A-t-il encore la force de pleurer? Est-il seulement encore en vie? Son frère, Ariel, n'avait que 4 ans quand ils ont été arrachés à leur foyer. Leur mère, Shiri, a tenté de les protéger en les serrant du plus fort qu'elle pouvait contre sa poitrine face aux terroristes. Leur père, Yarden, a voulu sauver sa famille en s'interposant avant d'être lui aussi capturé. Tous livrés à une barbarie que le monde regarde, mais que si peu osent dénoncer. Samuel, bien sûr, on se pose tous la question sur cette antenne. Comment expliquer que le monde ne se révolte finalement pas plus devant un bébé que nous avons pris pour otage? Parce que face à l'horreur, certains préfèrent détourner les yeux. Par manque de courage ou par déshonneur. Où est la Croix-Rouge? Elle qui, le 22 novembre 1944, affirmait, après avoir visité Auschwitz, qu'il n'y avait, je cite, aucune découverte d'installation d'extermination de civils, et qui détourne encore le regard aujourd'hui. Aucune visite, aucune preuve de vie. Un silence qui résonne comme un nouvel abandon. Et où est l'ONU? Ce machin, comme disait De Gaulle, qui s'agite tant pour maintenir l'UNRWA, une agence onusienne dont certains membres sont impliqués dans les massacres du 7 octobre. L'un de ses enseignants a même détenu un enfant otage israélien pendant plus de 50 jours. Pourquoi l'ONU se tait dès lors qu'il s'agit d'enfants juifs en captivité? Et Amnesty International, si prompte à publier des rapports à charge contre Israël, mais qui est incapable de lever la voix pour un bébé de 9 mois et un petit garçon de 4 ans. Et puisqu'on parle d'enfants, où est l'UNICEF, censé protéger les enfants du monde entier? Saviez-vous qu'il refusait les dons destinés aux enfants israéliens? Vous pouvez me croire, je l'ai testé moi-même. Pourquoi Kfir et Ariel ne méritent-ils pas leur compassion? Qu'ont-ils fait pour ça? En France, au moins, est-ce qu'on peut considérer que leur histoire mobilise, malgré tout, non? Non, Cyrielle, pas assez. Des bénévoles ont inlassablement collé leur visage sur nos murs pour ne pas qu'on les oublie. Ces affiches ne disaient qu'une chose: libérez-les. 2 mots. Un cri du cœur, une évidence. Mais plutôt que de pleurer ces enfants, certains les ont arrachés. Rageusement, férocement, comme si le regard d'un bébé était une menace. Et puis, il y a eu les mots. Harcèlement. C'est le terme employé par la députée insoumise Ercilia Soudé pour exprimer son ras-le-bol de voir ce visage angélique. Quelle honte. Le bébé là. C'est ainsi que Jean-Luc Mélenchon en a parlé, avec un dédain glacé et une insensibilité cruelle, comme si montrer un enfant otage était une offense. Que dis-je? Un soutien inconditionnel aux génocidaires, pour reprendre ces termes. Le bébé est là. Son nom est Kfir. Il n'est pas un argument politique. Il n'est pas un instrument électoral non plus. C'est un bébé. Un bébé que nous avons abandonné. Alors que nous reste-t-il? L'espoir. L'espoir que nous n'aurons plus besoin d'affiches. L'espoir que Kfir et Ariel entendent encore une voix leur murmurer qu'ils ne sont pas oubliés. Car ils sont devenus nos enfants. Et nous, qui avons encore la liberté de parler, continueront à nous battre, à coller leur visage, à rappeler leurs prénoms tant qu'ils ne seront pas rentrés à la maison, parce qu'un enfant ne peut pas être un otage, même s'il est juif.
Merci beaucoup Samuel Madar, alias l'édito de Madar sur les réseaux sociaux. Un billet très poignant, un édito très poignant aujourd'hui sur l'antenne de Radio G qui nous souffle un petit peu tous. Merci beaucoup. On se dit à la semaine prochaine. Évidemment, on mettra ce passage sur les réseaux, sur Instagram et sur YouTube sur Radio J. L'introspection. Je me tourne vers vous, Grégoire Gibault, alias Major Mouvement, avec cette phrase d'Oscar Wilde qui a dit parfois « Nous pouvons passer des années sans vivre du tout et tout à coup, notre vie entière est un peu comme concentrée dans un seul instant. Essayons de faire ça maintenant pour recueillir une petite anecdote, un sentiment, une émotion. » La première, est-ce que vous pensez que nous avons tort d'avoir raison trop tôt ? Oui et non. Je crois qu'on est obligé de penser qu'on a raison pour se construire, et je crois qu'on apprend à se construire quand on comprend qu'on n'a pas toujours raison. Est-ce que le savoir, pour vous, c'est le pouvoir ? J'en veux pas du pouvoir, mais je veux bien du savoir. Fais de ta vie un rêve, et d'un rêve une réalité. C'est d'Antoine de Saint-Exupéry, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire pour vous sur cette phrase. Ah, c'est drôle, elle est tellement limpide que j'aurais du mal à trouver plus de mots pour y ajouter. Je sais pas. Parce que quelque part, votre rêve est devenu réalité, mais à un moment donné, il a eu son plafond de verre, comme vous nous le disiez tout à l'heure. Et finalement, vous avez trouvé l'essentiel de ce qu'on a compris grâce à cela. Oui, c'est ça, je prends l'intégralité en fait du rêve. Je prends les hauts, je prends les bas, je prends toute la narration. D'un, parce que j'ai pas le choix, et de deux, parce que il est. Et donc ouais. Pour terminer, est-ce qu'il y a une philosophie de vie, une citation qui vous accompagne ? Je crois en ce moment, vraiment, c'est que la vie est un cadeau. C'est simple, c'est limpide et c'est tellement vrai. Et je crois que le jour où on arrête d'accueillir ça, c'est là où on commence à être un peu perdu. Merci beaucoup. Tout de suite, c'est votre portrait sur Radio J. Le portrait psychologique. Radio J. Radio J. Bonjour, chers amis, j'ai envie de dire, du jeudi, Christian Richaud, parce que vous allez nous délivrer un portrait. On me dit qu'on a 2 minutes 30 pour le faire. Est-ce que c'est jouable, Christian ? Alors, il va falloir que je sois en mouvement, là. Ah oui. Plus rapide que le Lucky Luke du mouvement. Parce que cet homme va plus vite que son ombre. C'est parfait. Le mouvement, c'est très important et ça peut cacher quelques angoisses. Ça peut cacher le fait que, par le mouvement, on peut avancer, ne pas réfléchir sur soi-même. On peut gesticuler aussi pour se faire aimer, comme on l'a fait sûrement devant son papa. On peut aller à contresens. Ça veut dire choisir une autre direction et montrer aux autres cette capacité à transmettre, cette capacité à donner de l'impulsion, à être un pilier pour soi-même et pour les autres. Et puis, il y a cette volonté aussi de vouloir contrôler ou de se faire aimer. Contrôler le temps, contrôler la vieillesse, contrôler la maladie, contrôler son corps. C'est la lutte entre le corps et l'esprit. Et faire un signal à son papa pour retrouver son père et pour donner à soi-même et aux autres des repères. Et c'était très important ce que vous nous avez dit sur la douceur, sur on peut pleurer et on peut lâcher prise. Alors, c'est peut-être ça la force que vous nous donnez, c'est d'avoir du mouvement pour pouvoir lâcher prise. Alors, pour finir sur l'imagination, j'ai envie de vous donner une phrase d'un conquérant. C'est « On ne va jamais aussi loin que lorsque l'on sait, que lorsque l'on ne sait pas où l'on va. » Est-ce que vous savez où vous allez ? Non, et ça me plaît plutôt. C'est parfait. J'aime la page blanche, c'est beau, merci, bravo. J'ai le droit d'applaudir ? Bien sûr. Merci donc. beaucoup, Christian Richaud. C'était précis, concis et très efficace. C'est notre psychanalyste du jeudi. Il a rien lu, il m'a regardé droit dans les yeux tout ce qu'il a dit. Il a fait écho à beaucoup de mots qui ont été dits. Exactement. C'est très impressionnant. Impressionnant et très pointu. Merci beaucoup Christian Richaud, notre psychanalyste, je le répète, et auteur et thérapeute que l'on retrouve à Paris, à retrouver sur richaum-psy.fr et tous les jeudis bien sûr sur Radio J. Radio J. Cyrielle Sarah Cohen. On finit avec cette chanson que vous avez choisie. C'est allé vite, hein. Ça allait trop vite, C'était trop bien comme d'hab.
Eh ben écoutez, je suis ravie. À bientôt pour un 4e livre. Oh là Bientôt. On dit toujours ça, il y en a toujours un qui suit évidemment. Merci beaucoup Majeur Mouvement d'avoir été avec nous pour votre ouvrage 8 piliers pour rester jeune le plus longtemps possible aux éditions Marabout. Merci pour cet échange. À la réalisation audio et vidéo cette semaine, Benjamin Arnaud, Alan Lucas et Ethan Anoukayev. Merci beaucoup à Hugo Davier pour l'aide à la préparation de cette émission cette semaine également. Rendez-vous lundi dès 15h avec Jeanne Masse sur Radio J. En attendant un petit peu de musique et ce sera le journal sur Radio J. Bon week-end et Shabbat Shalom.